Bali avec Ayoko. Bonsoir tout le Bienvenue. monde. Ça va? Bonsoir. Ça va bien? Oui, Valérie. Putain, quelle tête de beau gosse, salopard. Va. Tu vas bien? Ça va, ouais, ça va bien. Ouais. Écoute, merci de nous faire l'amitié de venir. Magnifique. Donc, Bali, il est candidat au municipal d'une ville qui a été regroupée entre Saint-Denis et Pierrefitte le 1er janvier 2025. Tu m'arrêtes si je dis Clairement, bêtises. Donc, ça en fait la deuxième plus grosse ville d'Île-de-France après Paris. Clairement. Ouais. Et donc, ce type que vous voyez là va être le maire de la deuxième plus grosse ville d'Île-de-France. Yeah. On y travaille. Donc, Bali, tu m'arrêtes si je dis des conneries, tu es un travailleur infatigable en Seine-Saint-Denis, particulièrement à Saint-Denis, depuis toujours en fait. Ouais, moi je suis, de toute façon, je n'ai pas quitté mon 9-3 comme on dit, voilà. Donc je connais, voilà, je suis plutôt spécialisé dans toutes les rues de ma commune et désormais de Pierrefitte maintenant. Ouais. Donc, tu es animateur de quartier, coach sportif, enfin entraîneur de. Voilà, tu es auprès des jeunes, tu connais les petits frères par leur prénom, les grands frères par leur surnom, les grands-parents par leur nom de famille. Voilà, on peut vraiment dire que tu es un enfant de Saint-Denis et qu'il n'y a pas grand monde qui ne te connaît pas à Saint-Denis quand même. Ouais, ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'ils ne connaissent pas Saint-Denis alors à ce moment-là. Ils ne sont pas de Saint-Denis. Ouais, c'est qu'ils ne sont pas de Saint-Denis. Donc, on a un certain nombre de questions. On va aller vite, je sais que ta journée est longue. Du coup, toi, à Saint-Denis, si tu as un endroit que tu dois choisir pour présenter Saint-Denis à quelqu'un qui vient, qui est ton endroit préféré, qui est le truc qui, pour toi, représente un peu la ville de Saint-Denis-Pierrefitte, pardon. Ouais, en fait, il y a plein de quartiers. Bon, parce qu'en fait, nous, il y a au moins 2 quartiers, je vais citer. Il y a le premier quartier, c'est ce qu'on appelle DDF. DDF, c'est Dourdin, Duclos et Fabien. En fait, c'est 3 grandes cités qui historiquement m'ont vu grandir et donc ces 3 grandes cités ont toujours évolué ensemble. Et puis après, il y a le quartier emblématique de Franc-Moisin, Franc-Moisin-Bel-Air d'ailleurs désormais, qui est pas très loin du Stade de France et qui est le quartier le plus important de Saint-Denis, voilà, et y compris en termes de diversité population. Et alors, pourquoi ces quartiers-là? Parce que pour toi, ça représente… Ces 2 quartiers, en fait, il y a DDF, donc Dourdin, c'est là où moi j'ai principalement grandi. Hein, c'est dans ce quartier où j'ai appris à la fois à déjà parler le français, parce que moi je suis né en réalité à Levallois et rapidement je suis arrivé à l'âge, dès que j'étais tout petit, je suis revenu à Saint-Denis. J'ai grandi ensuite je suis né à Saint-Denis, parti à Levallois et revenu ensuite à Saint-Denis. Et puis après, j'ai comme mon père faisait des allers-retours comme ça au Mali, donc il était parti au Mali, donc il nous a emmenés tous au pays. Quand je suis revenu à l'âge de 3-4 ans, je parlais plus français, je parlais ce qu'on appelle le bambara, et j'ai dû être amené à apprendre en fait le français dans les clubs d'adaptation. Et c'est tout cet environnement-là, en fait, compte qui m'a vu grandir à Gaston-Dourdin. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce quartier. Puis après, pour Franc-Moisin, c'est que la grande majorité en fait de mes copains en fait ados étaient plutôt sur Franc-Moisin. Et donc du coup, c'est là où malheureusement on a aussi fait quelques conneries, mais c'est là aussi où on a grandi, c'est là où on a échangé, mais c'est là aussi où on a beaucoup appris la solidarité entre différents quartiers. Et donc ça fait partie un peu de mon histoire. Et toi, en fait, tu nous racontes cet apprentissage de la langue, etc., etc. Est-ce que tu crois que ça a été plus facile dans une ville comme Saint-Denis qu'ailleurs? Parce que Saint-Denis, c'est une ville qui a un creuset assez naturel depuis, alors je sais pas moi, depuis que je suis tout petit en tout cas, mais avec des communautés qui vivent assez franchement en harmonie quand même si ça n'a pas toujours été simple. Hein, mais est-ce que tu crois du coup que ce petit garçon qui parlait le bambara à 4 ans, c'était plus simple pour lui que si tu avais été à Levallois à ce moment-là? C'est clairement, c'est plus simple parce que c'est vrai que Saint-Denis, c'est quand même une terre d'immigration. Alors, la première vague d'immigration, c'était bretonne, et ensuite espagnole, portugaise, et ensuite, après, plus récemment, l'Afrique subsaharienne. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est une communauté d'à peu près 150 nationalités d'origine différentes. Donc là, on a des gens qui viennent quasiment des 5 continents et qui viennent épouser une communauté de destin. Donc, c'est vrai que cette richesse-là, c'est une richesse auquel moi j'ai grandi. C'est-à-dire que les foyers à Doma, j'y allais avec mon père, on mangeait le mafé, on mangeait le maïs, bon, toutes ces choses-là. Donc, ça fait partie en fait de l'histoire de cette ville. Et donc, c'est vrai que apprendre le français au contact de gens qui viennent du même milieu, c'est beaucoup plus facile. Alors après, c'est difficile du point de vue de l'éducation parce que on galère un peu plus. Trouver des enseignants à la fois qui puissent être remplacés quand malheureusement parfois ils ont des absences, c'est pas évident. Créer les conditions pour qu'on n'ait pas des classes surchargées, c'est pas évident. Et donc, c'est toute cette histoire, en fait, qui m'a vu grandir. Pourquoi
Pour toi, pour présenter à cette élection, mairie de Saint-Denis-Perfit, c'est-à-dire que demain, quand tu seras élu, c'est quoi ta première obligation vis-à-vis de la population et les gens? C'est quoi la première action que tu mènes? Non, mais je pense que la première action que l'on va mener, parce que c'est une équipe avant tout, parce que Bali Bagaïko dans tout ça, c'est un élément dans une liste de 61 personnes, et donc du coup des gens d'horizons un peu différents, y compris de nouvelles personnes qui sont arrivées sur le territoire de Saint-Denis, qui doivent nécessairement accompagner la dynamique que l'on met en place. La première chose, je pense qu'il faut arriver en fait à ressouder les liens avec la communauté dionysienne en général, dionysienne et malheureusement pierrefitttoise désormais, puisque les deux maires socialistes, l'ancien maire socialiste, puisque c'était Michel Fourcade, avec Mathieu Hanotin, celui de Saint-Denis, se sont paxés en catimini avec la fusion de ces deux villes, sous la contrainte d'ailleurs des habitants, puisque les habitants n'ont rien demandé, ce n'était même pas dans le programme, et tout ça a été fait en catimini, donc maintenant, depuis le 1er janvier, c'est le cas. Donc il y a quelque chose qui nécessite d'être fait, c'est-à-dire de reconstruire le lien avec déjà les habitants de Saint-Denis. Parce que l'arrivée de Mathieu Hanotin en 2020 s'est traduit par le fait que les différents quartiers sont quasiment, je veux dire, traités de manière différenciée. On a une grande masse en fait des moyens financiers qui sont orientés dans l'hypercentre, et puis tous les quartiers périphériques en réalité sont coupés du reste de la ville. Donc il y a vraiment nécessité de refaire communauté, et ça c'est la première action à faire, et ça passe principalement par aller à la rencontre notamment de la population, faire en sorte que la population soit vraiment au centre des décisions, qu'il n'y ait pas de disparité entre les différents quartiers de la ville de Saint-Denis et désormais de Pierrefitte, et que pour chacun de ces différents quartiers, il y ait bien sûr une prise en compte précieuse des différents projets d'aménagement qui sont des éléments qui structurent en fin de compte la vie dans ces quartiers-là. Voilà. Donc je pense que l'enjeu plutôt, c'est l'enjeu démocratique d'abord. Et alors, tu parlais d'une équipe de 61, si tu dois en choisir 3, pas 4, 3, comme des super-héros, qui ont des super pouvoirs particuliers, qui sont sur la liste avec toi et autour de toi? Bah, autour de moi, je pense que déjà, il y a quand même un député. 3, hein, Bali, je te vois venir, 3. Hein. Non, mais 3, non, 3. Non, il y en a un au moins qui est vraiment dans le top des numéros 10. C'est quand même le député Éric Coquerel qui fait un travail conséquent sur la circonscription, mais plus globalement, mais au moins sur la circonscription. Après, j'ai un clin d'œil particulier à la fois pour Django Traoré, qui est co-chef de file avec moi sur le secteur à la fois de Saint-Denis, qui d'ailleurs est natif du quartier Fromoisin. Et puis, un autre clin d'œil pour Johan Salès, voilà, qui est Johan Salès. Alors, l'exercice est un peu difficile parce qu'en réalité, comme j'ai une grande majorité de numéro 10, en sélectionner 3, c'est toujours chagrineux. Mais Johan Salès sur Pierrefitte est un élément numéro 10 essentiel pour faire en sorte que nous puissions gagner. Et alors, sur la campagne, t'as qui en face? C'est quoi la composition politique et c'est quoi le grand méchant à battre? Bah, nous, notre principal adversaire, c'est Mathieu Hanotin, donc qui se positionne comme étant socialiste de gauche, mais qui est plus près, entre guillemets, de la Macronie dans les choix qu'il fait que d'être de gauche. Bon, après, c'est un choix qui lui appartient, hein, puisqu'en 2020, l'essentiel de sa campagne s'est fait autour de la sécurité. Et par ses stratégies, il a quand même réussi à aspirer les voix de la droite, ce qui montre qu'il y a quand même une porosité entre ce courant-là. Et puis, j'ai envie de dire, une autre porosité qui est assez concernante, c'est que Bardella, qui se dit être natif de Saint-Denis, on a beaucoup de respect d'ailleurs pour sa maman qui est une brillante professionnelle de l'éducation du service public, puisqu'elle est sur le quartier Gabriel Péry. Jordan Bardella avait eu l'occasion de dire que au moment où il a fallu voter, il a été amené à voter pour Mathieu Hanotin parce qu'il avait considéré que c'était celui qui était le plus en phase, en fin de compte, avec lui, ce qu'il pouvait porter. Donc voilà, donc on voit déjà la teneur. Donc c'est notre principal adversaire. Et puis, pardon? Non, vas-y. Et dans un autre registre qui est un élément à prendre en considération, c'est aussi la question de l'abstention. Pas comme étant un adversaire, mais comme étant un élément de préoccupation pour justement faire en sorte de redonner, en fin de compte, l'envie aux gens de s'investir et de prendre le en main. On a quand même, dans nos quartiers populaires, malheureusement, un bloc d'abstentionnisme qui est extrêmement important, au-delà de l'abstentionnisme, entre guillemets, organisé par les institutions, par le fait qu'on a un certain nombre de personnes qui ne sont pas inscrites sur les listes électorales, dont les pouvoirs publics ne font rien d'ailleurs pour les encourager à s'inscrire. Donc il y a une forme, entre guillemets, d'intérêt partagé pour certains courants politiques à ne pas agir en fin de compte pour faire en sorte que la démocratie soit réelle, et ça passe en partie par le vote et pas uniquement. Puis troisième élément
qui me semble essentielle, y compris dans les adversaires, c'est bien sûr la droite telle qu'elle est structurée aujourd'hui, avec un milieu centriste, mais aussi avec une droite qui nécessairement peut avoir en fait un rôle à jouer dans une ville comme la nôtre, où on a quand même une arrivée de population nouvelle, que les enjeux de Saint-Denis sont des enjeux qui dépassent uniquement l'échelon territorial, donc c'est une dimension quasi départementale, voire métropolitaine, et que ça, malheureusement, ça donne aussi des appétits à des courants politiques comme la droite. Aujourd'hui, Saint-Denis, enfin donc Saint-Denis perçu, très groupé, mais c'est combien d'habitants? C'est 150 000 habitants. Voilà. Okay. Et tu as combien d'inscrits aujourd'hui, tu le sais ou pas? Oui, on doit être à peu près sur. Bon, Saint-Denis, c'est 46, donc on doit être à peu près sur 20, donc on doit être à peu près sur pas loin de 58 000 quasiment ménages qui peuvent voter, quoi. Après, il y a un niveau d'abstention important. De mémoire, on était à quoi? À 30%, 1 sur 3 de participation, c'est ça? Oui, c'est à peu près ça. Ouais. Donc, on a un véritable enjeu qui est quand même encouragé. Alors, c'est à la fois, bien sûr, de revenir sur des pratiques politiques qui ont fait que certains se sont détournés de la chose publique et de la chose politique. Donc, il y a un gros travail là. C'est ce qu'on fait maintenant depuis plus de 10 mois avec ce qu'on appelle les tournées. D'ailleurs, aujourd'hui, on était dans un quartier, notamment le quartier d'EDF. On y était aujourd'hui avec un certain nombre d'insoumis pour justement aller à la rencontre des habitants, créer les conditions pour que les habitants puissent savoir un peu ce qui se passe dans leur ville, reprendre aussi leurs doléances parce qu'ils ont des remarques, ils ont aussi des propositions à faire. Et c'est ce qui nous permet de bâtir en fait un programme de rupture, un programme aussi qui permet à la fois de pouvoir traiter par les besoins les propositions, mais aussi de préparer l'avenir pour les jeunes générations. Mes camarades ont peut-être des questions. Ouais. Moi, ici, ça va se transformer en question à la fin, mais moi, je sais que je m'étais rendue, je vais dire une connerie, mais ça doit être l'hôpital La Fontaine. Oui, l'hôpital de La Fontaine, oui. Ah, c'est le grand hôpital de La Fontaine, ouais, là, c'est clair. Et je fais un coucou aux soignants qui m'avaient super bien reçu, mais tu vas me dire si je dis des conneries, mais je crois, parce que là, tu disais, c'est 150 000 habitants et c'est un hôpital, enfin, il y en a deux, mais un gros et un plus petit. Et c'est 800 lits, je crois, à l'époque, 700 ou 800 lits pour 150 000 habitants, tu me confirmes? Oui, c'est ça, c'est 800. Ouais, c'était 800. Et c'est communal, l'hôpital? Oui, c'est même un bassin un peu plus élargi parce qu'ils ont fait… il y a eu un groupement avec les hôpitaux de Gonesse, là. Donc, du coup, il y a quelque chose qui… alors, l'hôpital n'a pas… augmenter sa capacité en réalité. Elle a peut-être bénéficié d'un sorte de rénovation, mais on est confronté malheureusement aux mêmes difficultés, les difficultés de moyens, notamment au niveau des urgences. C'est une catastrophe dans la situation dans laquelle on est, avec des délais d'attente interminables. Donc ça, c'est une réalité qui malheureusement s'est accentuée avec le regroupement des hôpitaux de Gonesse et puis de Saint-Denis. Et donc toi, une fois que tu seras maire et que du coup tu auras le conseil de surveillance de l'hôpital, hormis soutenir Éric Coquerel pour avoir un plus gros hôpital quand il sera à Bercy, tu feras quoi dans ta commune pour ton hôpital? C'était une question. Ah ouais, je sais. Bah, attends, je ne vais pas te poser que des questions faciles. Non, mais je pense que déjà, il y a plusieurs aspects. Il y a déjà le fait d'être une municipalité, donc avec des élus qui sont dans la résistance, parce que c'est vrai qu'il y a une vraie inégalité dans laquelle le territoire particulièrement de Saint-Denis et particulièrement Saint-Denis se trouve. Et donc, ça nécessite d'avoir un peu des élus combatifs et qui ne se contentent pas de dire « ouais, mais ce n'est pas notre responsabilité, c'est la responsabilité de l'État, donc vous comprenez bien, on ne peut rien faire ». Nous considérons que des élus locaux peuvent vraiment être du côté, bien sûr, des soignants, être du côté, y compris des patients, pour exiger ce qui est de droit, c'est-à-dire les fonctions régaliennes de l'État qui puissent se transpirer de manière concrète et de manière y compris égalitaire, y compris en corrigeant les inégalités qui concernent nos territoires de manière concrète. Donc ça, c'est la résistance, c'est la lutte, mais c'est l'histoire un peu de ce que l'on fait depuis des années. La deuxième chose, c'est bien sûr de faciliter, et ça on peut travailler y compris avec le groupe hospitalisé, c'est de travailler avec le groupe hospitalier pour que nous puissions accueillir en fin de compte des médecins. Donc ça passe par un traitement un peu particulier sur la question des logements, parce qu'il faut aussi arriver à les fixer sur le territoire. Donc ça passe par le logement, mais ça passe aussi par le fait que nous avons besoin de travailler sur la proximité. C'est-à-dire qu'il y a les gros hôpitaux qui peuvent répondre à un certain nombre de besoins, comme les maternités, comme les questions d'urgence, mais on a besoin de faire en sorte que l'hôpital public puisse sortir des murs et aille dans le secteur sud, par exemple, le Plaine Pleyel, où il y a une carence importante en termes d'offres médicales. Et nous ne sommes pas d'accord avec le développement sans précédent quasiment de l'offre privée
qui bien sûr a des impacts concrètement, je veux dire, sur la vie en fait des gens, puisqu'il y a une question financière qui est posée pour un certain nombre de nos concitoyens. Donc voilà, donc il y a plutôt à la fois la nécessité bien sûr de résister et puis d'agir auprès de celles et ceux qui ont une responsabilité, en particulier au niveau de l'État, mais aussi créer les conditions à notre échelle, à l'échelle locale et communautaire, pour faire en sorte que l'hôpital public sorte de ses murs et vienne épouser les réalités de nos territoires. Moi, c'est une très bonne question. Réponse, je vote pour toi. Par contre, merci. Je continue avec une autre question, parce que la question, elle est super intéressante dans le chat. Le fait d'être une figure connue des populations traditionnellement abstentionnistes de cette commune te fait-il espérer une participation plus forte à l'élection municipale? Oui, mais pas seul. C'est-à-dire que moi, je corresponds en fin de compte à une classe d'âge, à une génération qui me connaissent, et puis après, il y a toute une génération qui me connaissent un peu moins. Et donc, tout le travail qui est à faire, c'est d'avoir en fait une équipe qui soit suffisamment à l'image en fait du territoire et qui soit, y compris à l'image sociologique, mais aussi issue de la diversité de ces quartiers. Donc, pour moi, c'est un équilibre entre ce que moi je peux incarner, toucher une part de la population, et puis ce que surtout nous pouvons incarner par une jeunesse. Que notre liste elle sera à la fois ouverte à toute la diversité du territoire et particulièrement au niveau de la jeunesse pour justement aller chercher ces jeunes qui ont des attentes différentes, qui ont une perception différente et qui ont aussi forcément une forme d'insolence qui est utile dans le fonctionnement même des services publics pour les faire avancer. Donc, je trouve que moi, tout seul, ça ne suffira pas. Sans moi, ça sera insuffisant aussi. Et je pense que c'est un équilibre à trouver dans la constitution de l'équipe pour justement faire en sorte que nous puissions gagner. Et alors, le question un peu rituelle et traditionnelle après le Bourbon, on a un centre de service. C'est-à-dire qu'on a décidé pour les législatives à l'époque, on a déjà parlé tous les deux, d'offrir notre aide. Donc là, aujourd'hui, de quoi tu pourras avoir besoin? Soutien technique? Est-ce qu'il faut passer un coup de fil à quelqu'un? Est-ce qu'il y a un truc qu'on pourrait faire concrètement pour toi et avec le réseau Prune Bourbon pour t'aider dans cette conquête de la deuxième ville d'Île-de-France? Bah déjà, en tout cas, déjà, ce qui est fait là, j'espère que ça va se continuer, c'est que nous, on sait que la campagne, elle sera une campagne, bien sûr, de terrain, mais cette campagne de terrain ne suffira pas. Il faut une campagne aussi de réseau, parce qu'on est quand même sur une campagne qui, de plus en plus, va être dématérialisée. Donc, il faut absolument qu'on puisse utiliser tous les outils possibles pour pouvoir diffuser notre message, pour justement faire en sorte d'aller toucher le public, effectivement, le public jeune. Donc ça, sur ce volet-là, il peut y avoir une aide précieuse. Deuxième élément, c'est aussi les éléments de proposition, parce que le regard que vous avez, les contacts que vous avez, vous permet aussi de toucher un certain nombre de domaines qui peuvent être utiles en termes de connaissances, en termes d'offres politiques que nous pouvons nous-mêmes utiliser dans le cadre d'une déclinaison à l'échelle locale. Donc, nous, on n'est pas avare de propositions qui viendraient enrichir notre réflexion, y compris améliorer les conditions de vie des habitants de nos territoires. Puis, troisième aspect qui me semble vraiment essentiel, c'est aussi les conseils. Les conseils, c'est aussi des gens qui considèrent qu'à un moment donné, ils suivent notre campagne. Donc, pour conseiller, il faut suivre notre campagne. Donc, je vous invite vraiment à le faire. Et aussi à être un peu aussi, avoir un regard critique, de dire, mais tiens, ça, on pourrait faire ça mieux. Ça, peut-être, il y a tel sujet qu'il faudrait peut-être travailler. Parce qu'on a besoin de tous ces regards. Nous, on a le nez dans le guidon. Et parfois, avoir le nez dans le guidon, ça n'aide pas forcément à regarder les choses de manière réaliste. Et regarder les choses, y compris en extérieur, peut, avec quelques conseils, aussi améliorer les choses. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment les trois axes sur lesquels je pense que ça peut être vraiment utile. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va t'envoyer, je vais t'envoyer le lien vers le Discord. Tu pourras mettre quelqu'un de ton équipe dessus, qui pourra vous poster vos éléments, etc. On va remettre sur le Discord, c'est un truc qu'on doit ressortir, une campagne qu'on avait imaginée, qui était une campagne Prune Bourbon, alors c'était pour les législatives, mais en fait, en réalité, ça peut fonctionner, notamment sur l'idée du service public abandonné. Ouais, on a imaginé des panneaux qui étaient des panneaux comme des panneaux immobiliers devant un service public dysfonctionnant ou abandonné, en disant là, avec ta gueule dessus, si Bali est élu, ce service va réouvrir. Tu vois, ou sur les abribus, tu vois, ça, il y aura 2 fois plus de bus dans cet abribus si Bali, tu vois, des trucs très concrets qu'on avait imaginé, on mettra tout ça dans le Discord. Donc je t'enverrai le lien, envoie quelqu'un de ton équipe. Et puis, il y a aussi les équipes de campagne de Thibault L'Honneur à Vierzon, de Bonatir Marche à Ouasquehal qui sont dessus aussi. Et ça fait un échange comme ça qui est intéressant. Candidat, on va recréer l'espace pour que vous puissiez partager entre vous et voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, tu vois. Donc, chez toi, tu cours partout, et tu as quelqu'un de ton équipe qui va être plus dédié à la campagne numérique. Quelqu'un pourrait faire ça. Ouais. Et qu'elle se mette sur le Discord, et du coup, comme ça, ils vont pouvoir communiquer entre eux et avec les autres candidats. L'idée, c'est de mutualiser vite, rapidement. Voilà, et que ce qui a bien marché pour l'un va peut-être pouvoir marcher pour l'une. Pour l'un ou pour l'autre. Voilà. Super. Merci, Bali. Merci à vous. Content de te voir.
Hein? Non, je suis trop content de te voir. Moi aussi. Je n'ai pas dit qu'il était génial. Ouais. Non, mais je suis sans voix. Juste un truc, juste une question, mais moi, je suis toujours un peu chiant dans les questions. Mais non. Ça apparaît comme quelque chose, comme un département, comme des communes très pauvres. Est-ce qu'il y a un budget pour faire ce dont tu rêves? Le budget aujourd'hui de la ville, en fait, avec celle de Pierrefitte, c'est un budget à peu près de un peu moins de 400 millions d'euros. Donc 400 millions d'euros, il faut considérer qu'à peu près il y a un peu 50-60% qui est consacré au fonctionnement du service public, donc principalement ce que certains disent comme étant la masse salariale, mais c'est les intelligences du service public à faire fonctionner. Et donc il y a 40% aujourd'hui qui sont affectés à des logiques d'investissement, avec une situation financière qui est ce qu'elle est, mais en même temps les moyens doivent pouvoir exister. Donc il y a un certain nombre de priorités qu'il faut qu'on mette. Nous, on est pour plutôt remettre les moyens dans l'éducation et dans la jeunesse, contrairement aux plusieurs millions d'euros qui ont été injectés sur les questions de sécurité, armement de la police, développement des vidéoprotections, avec pas loin de 7 à 8 millions d'euros qui ont été injectés avec une efficacité en tout cas qui est totalement discutable. Et donc, je pense que dans un premier temps, quand on arrive en responsabilité, c'est d'abord faire un audit sur la situation budgétaire des deux villes. Voilà, ça, nous savons que la situation de Pierrefitte était catastrophique et c'est la raison pour laquelle l'ancien maire, en fin de compte, de Pierrefitte, rapidement, en fin de compte, pris la prise de venir se réfugier à Saint-Denis en emmenant sa ville avec, sans accord de sa population. Donc, on sait qu'il y a des sujets quand même financiers qui sont très discutables. Et pareil d'ailleurs sur Saint-Denis, où on a besoin de regarder aussi les investissements, entre guillemets, qui ont été autorisés en termes de production de logements en accession à la propriété. Là, il y a des vraies discussions. Donc, les marges peuvent exister en termes de réorientation des moyens financiers dans en fait, la réponse des besoins des gens, très clairement, et de logique de priorité que nous considérons différent par rapport à ce qui est aujourd'hui proposé par Mathieu Hanotin. Voilà. D'accord, mais il y a l'oseille pour le faire. Et là, l'oseille, il est clair, c'est-à-dire que nous considérons qu'il y a toute une bataille à plusieurs niveaux. Il y a dans le cadre de l'agglomération, l'agglomération l'EPT, désormais le Pleine Commune, qui est l'une des agglomérations les plus importantes, de mener la bataille. On espère bien et récupérer l'agglomération de Pleine Commune en prendre la présidence et donc du coup de réorienter les moyens financiers aussi là-dedans, parce qu'il y a quand même un certain nombre de moyens financiers qui sont collectés dans ce cadre-là. Et deuxième sujet, c'est bien sûr la question de la maîtrise en fin de compte de la fiscalité, puisqu'on est dans une situation où les couches moyennes sont quand même globalement asphyxiées au niveau de Saint-Denis, et se posera la question de comment on met davantage à contribution les entreprises. Parce que c'est ça, en fait, le levier sur lequel nous pouvons aller. Okay. Alors, ma dernière question assez rapide, parce que tu es en contact tous les jours avec des gamins, avec des jeunes, etc. Comment ils perçoivent, eux, l'impact sur leur vie de la politique locale? Est-ce qu'ils se disent encore que ta mairie, elle peut faire un truc pour eux? Quand tu leur parles un peu de ta campagne, est-ce qu'ils se disent, ouais, laisse tomber, c'est mort? Ou est-ce que tu sens quand même qu'il y a un truc qui fait que… Ouais, en fait, il y a un vrai truc. Déjà, en espace de… Bon, j'espère que ça va se confirmer, mais moi, j'ai jamais vu en espace de allez, on va dire quelques années, sur un premier mandat, en espace de 2 ans, un maire qui est aussi impopulaire. Le maire, il est tellement impopulaire que le mec, il est obligé quasiment de se trimballer dans la ville avec un gilet pare-balles où il y a marqué Monsieur le maire. On est à ce niveau-là. Donc, le mec, il est dans une ville dont il a peur, en fait, de sa commune. Une ville où un policier municipal, bien sûr, qui devait certainement être en situation de danger, mais qui a fallu quasiment marche arrière sur un gamin du quartier Franc-Voisin, marche avant ensuite sur un autre gamin qu'il a fallu quasiment amputer les 2 jambes. Et pour le maire, c'est totalement normal. Et donc voilà, donc ce maire-là fait beaucoup de casses. Il a fait des casses à la fois d'abord en direction du service public. C'est 600 emplois qui ont été purement et simplement supprimés. Et dans ces 600 emplois, malheureusement, ce sont des mères de famille, souvent familles monoparentales, et nos mamans des quartiers, en fin de compte, qui faisaient un peu de ménage et qui, globalement, ne gagnaient même pas 1 millier d'euros. C'est-à-dire qu'ils gagnaient des 600, 800 euros, donc qui faisaient du ménage. Et donc, purement et simplement, il a supprimé ça. Donc on a déjà ces situations qui sont dramatiques. Dans le service public, les agents communaux sont dans une situation de stress énorme, avec des conditions de travail qui sont en tout cas clairement discutables, et avec une montée quasiment, je veux dire, des arrêts de travail qui sont exceptionnels. Et donc, c'est ça la réalité dans laquelle nous sommes. Et donc, forcément, ça crée à la fois beaucoup de mécontentement, une volonté très appuyée de la part de la population de la construction d'une alternative. D'ailleurs, il y a une question qui était posée, c'est-à-dire, est-ce qu'on va avec le PCF ou est-ce qu'on va contre le PCF? Et pour être totalement transparent, puisqu'on a une réunion aujourd'hui avec le Parti communiste français de Saint-Denis,
sur lequel les discussions sont plutôt en bonne voie. Donc, nous espérons, avec Éric Coquerel et puis les autres insoumis, que nous arrivons à un accord qui soit un accord qui respecte à la fois les équilibres politiques, qui soit dans une logique de rupture, parce que le Parti communiste français a quand même géré cette ville-là depuis plus de 70 ans pour certains élus, et que du coup, il n'est pas question de reproduire les schémas de 2014, et qu'en même temps, il y a une vraie aspiration avec une nouvelle population qui a besoin d'avoir des politiques, de rupture et des politiques aussi émancipatrices. Donc, nous, c'est sur ça, en fait, que l'on construit. Et donc, oui, il y a à la fois des attentes fortes de la part de la population, le fait que l'on puisse remettre à la fois, je veux dire, des politiques en direction de la jeunesse, que nous puissions renforcer les moyens en direction de l'emploi et de l'insertion de l'information, que nous puissions créer les conditions pour qu'il y ait des moyens de transport qui reviennent dans l'hypercentre, que nous puissions arrêter la spéculation financière qui est faite notamment sur le logement, la gentrification de la ville avec l'explosion quasiment des coûts au mètre carré. Tout ça, ce sont des attentes fortes en fait, qui sont exprimées par la population. Et nous espérons bien sûr apporter des réponses concrètes de ce point de vue-là. Merci beaucoup, Bali. Merci, Bali. Merci. Bon, merde. Et puis, si tu as besoin de quoi que ce soit, on est là, t'hésites pas. Et tiens-moi au courant. Fais-toi non, tu vois. Merci. Ça marche. T'embrasses, Bali. Un bisou à toute ta famille. À bientôt. Ciao. Ciao.